Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette table ronde. Donc c'est écrit derrière nous, nous allons parler de déliquescence urbaine, un programme tout à fait réjouissant. On espère malgré tout instiller une petite note positive ou un regard peut-être prospectif intéressant sur la question. Alors je vais dire deux mots vraiment juste pour contextualiser les discussions et puis bien sûr je présenterai les invités. Donc aujourd'hui, 56% de la population mondiale, je crois, vit en ville. Et à titre de comparaison, comme vous l'avez peut-être lu dans le résumé, en 1900, c'était 10%. Et les Nations Unies nous promettent 68% de la population mondiale urbaine en 2050, ce qui veut dire que dans certains pays, on ira peut-être à 70, 80% de population urbaine. Autant vous dire donc que la ville est un enjeu. D'un côté, les villes paraissent de plus en plus inadéquates. On parle de post-urbain. Évidemment, dans le contexte de la crise climatique, on entend des nouveaux mots. Les îlots de chaleur, ou aussi tout simplement les sentiments, la vie urbaine qui n'est plus tellement adaptée. On parle aussi de dépendance alimentaire, des villes qui ne seraient pas capables de produire leurs propres ressources et qui seraient dépendantes des campagnes. Et puis bien sûr, avec le Covid encore pas très loin derrière nous, si tant est qu'il est derrière nous, les villes sont accusées aussi de favoriser la propagation des pandémies. Enfin, dans un récent édito du Monde, c'était dimanche dernier, l'éditorialiste Philippe Bernard nous disait que la haine des villes faisait le terreau de la montée, le terreau des discours du Rassemblement national. Donc, autant dire que les enjeux politiques liés à la question de la ville, mais aussi de son opposition à d'autres territoires, est tout à fait crucial. Et donc, pour discuter de tout cela, aujourd'hui, j'ai 4 personnes à ma gauche. Donc, je commencerai par présenter Rosa Montero. Rosa est journaliste, elle a fait des études également de psychologie. Elle chronique encore aujourd'hui au journal El País. Et elle est également l'autrice de nombreux romans, des essais, des biographies, parmi lesquels La Bonne Chance, paru en 2021, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, en 2015, et Le Roi transparent, tous publiés chez Métayer. Et je ne saurais que trop vous conseiller également Des larmes sous la pluie, avec la merveilleuse Bruna Husky comme personnage. Et Rosa vit à Madrid, et je pense que nous en parlerons. Ensuite, nous avons Valérie Lostis, qui est chercheuse au CEA. Donc CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et elle est spécialiste du vieillissement des matériaux, béton et acier en tout particulier. Elle est actuellement adjointe au directeur des programmes énergie. Et donc, Valérie, tu travailles en R&D sur la transition énergétique. Et je pense, m'arrêter là, mais tu nous en diras plus, bien sûr, sur ces passionnantes recherches. Ensuite, nous avons Laurent Kessy, qui est romancier, scénariste, traducteur. Il a écrit des romans, des bandes dessinées, des nouvelles. Il travaille la matière des mythes modernes. Et je crois aussi que tu es dickiste, je ne sais pas comment on dit, amateur de Philippe K. Dick, comme nombre de gens ici. Et tu viens de publier Tristero, un roman de fiction spéculative, pas tout à fait situé en ville, plutôt dans la périphérie. Et justement, on en reparlera. Et enfin, nous avons Jérôme Armand, bienvenue. Donc, tu es titulaire d'un doctorat d'automatique de l'Université de Perpignan et tu as ensuite rejoint l'INRA, qu'on appelle aujourd'hui l'INRAE, donc l'Institut national de la recherche agronomique, promu directeur de la recherche en 2011. Et aujourd'hui, tu t'intéresses aux écosystèmes microbiens, aux bioprocédés, mais tout particulièrement en lien avec l'eau. Et bien sûr, comme on va parler ville, on va parler ressources, et l'eau va nous intéresser. Alors, sans plus tarder, je ne me suis pas présenté, à chaque fois j'oublie, Saul Pandelakis, auteur de SF, mais je ne suis pas le sujet de cette table ronde. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout nos invités. J'aurais aimé qu'on dise un petit mot rapide des mots qu'on va utiliser finalement, parce qu'on emploie beaucoup les mots de ville, les mots de campagne. On disait tout à l'heure, Limoges est une ville, Dubaï aussi. Est-ce que ça a encore du sens d'employer les mêmes mots pour désigner des réalités aussi différentes? Et j'aurais voulu vous entendre aussi sur vous, d'où vous vivez, d'où vous écrivez, d'où vous cherchez. Est-ce que ces termes vous paraissent encore actuels ou utiles? Et quels sont les termes que vous employez? Je ne sais pas qui veut se lancer.
Allez, merci Sol. Donc, alors moi je suis dans le milieu rural. Je travaille dans une petite ville. Enfin, j'habite à la campagne et je travaille dans une petite ville, ce qu'on a coutume d'appeler une petite ville. Donc moi je suis à Narbonne. Et la question qui se pose, aussi bien pour nous dans le milieu rural qu'en ville, et particulièrement dans le milieu rural où je suis, puisque je suis donc au sud de la France, c'est la question de l'eau qui nous préoccupe particulièrement. Et autant dans les petits villages, les questions de l'eau vont être très liées à des questions de ressources pour l'agriculture, autant dans les grandes villes, même s'il y a une agriculture urbaine qui décolle en ce moment, on va avoir plutôt des problèmes de gestion de l'eau qui, en termes de quantité, va passer, va s'accumuler, et puis à d'autres temps va manquer et va, par exemple, être limité pour lutter contre le réchauffement climatique, les îlots de chaleur, etc. Voilà, petit point. Ouais, je peux rebondir sur la question de l'eau, parce qu'on parle de déliquescence urbaine, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet très nouveau en fait. La question de l'eau, c'est assez ancien. Je pense au Chinatown, le polar de Polanski, sur comment on a détourné de l'eau pour alimenter Los Angeles de plusieurs vallées. Le même problème se pose à Barcelone, visiblement, qui est alimenté par d'autres régions et ça va pas bien, quoi. Donc ces problèmes sont anciens et voilà, à la question de l'eau se sont rajoutées bien d'autres problématiques. Alors moi, pour répondre à ta question, je suis dans une espèce d'entre-deux entre la grande ville à côté de Bordeaux et la campagne, puisque je suis vraiment dans une zone pavillonnaire suburbaine, mais juste après, comme c'est autour de Bordeaux, il y a des vignes. Donc je suis vraiment à la frontière entre la campagne et la ville, c'est-à-dire que je peux prendre le bus pour aller en ville. Moi j'aime beaucoup parcourir cette ville qui n'en est pas une, mais qui n'est pas une campagne. Et je me rends compte que j'écris beaucoup en fait sur cette zone sans vraiment l'avoir mis pour objectif de me dire je vais parler de ça. Ça me nourrit sans voilà. On a échangé un peu avant, je te parlais un peu de psychogéographie, c'est-à-dire que j'arpente les rues comme ça pavillonnaires et je me rends compte que ça infuse ma fiction et que tiens, cette maison qui a l'air abandonnée, qu'est-ce qui se passe dedans, etc. Et il y a des choses de ma fiction qui viennent directement de l'endroit où j'habite, et comme c'est un espèce d'endroit un peu en marge, c'est ça aussi qui m'intéresse, quoi. Du coup, je continue. Moi, j'habite en banlieue parisienne. et en fait, le témoignage que je peux faire, c'est que moi, je travaille au CEA sur le plateau de Saclay. Donc moi, j'ai connu le plateau de Saclay il y a 20 ans, qui était une zone agricole où seul le CEA en fait était présent sur ce plateau de Saclay. Le CEA et à l'époque le général de Gaulle qui avait créé le CEA avait choisi le plateau de Saclay parce qu'il n'y avait rien, que des champs. Depuis 20 ans, j'ai vécu l'urbanisation du plateau de Saclay. Aujourd'hui, le plateau de Saclay, c'est une densité exceptionnelle de laboratoires de recherche, d'industrie, d'écoles, d'universités. Donc c'est incroyable cette richesse intellectuelle. Mais j'ai vu aussi disparaître tous les champs. Et il y a un sujet, moi, qui n'est pas directement lié à mon travail, mais que je subis, c'est la problématique des transports. C'est-à-dire que la ville a été pensée en termes de construction, mais pas forcément en termes de réseau routier. Ou alors on nous amène le métro, mais à côté de ça, on n'a pas des routes qui permettent de faire venir ou de faire sortir toutes les personnes qui utilisent ou qui séjournent sur le plateau de Saclay. Voilà mon témoignage. Bonjour. Je suis ravie d'être ici. Merci à vous tous, que vous êtes trop, beaucoup de gens. Merci Sol et merci tous. Et merci à la direction de Utopials pour m'inviter pour la deuxième fois. Et ça, c'est tout le français que je veux parler parce que
Il paraît que je me débrouille, mais c'est pas ça, parce que si je parle en français, je ferai une réduction horrible de mes pensées. Donc, j'utiliserai un traducteur merveilleux et je parlerai en español. Hay montones de temas relacionados con esta primera pregunta, Saúl. Yo vivo ahora en el centro de Madrid. He vivido 20 años en el extrarradio de Madrid, en una zona, digamos, como de clase media, ¿no? Pero en España tenemos muchas palabras distintas para mencionar distintos tipos de población. La gran ciudad, el extrarradio de clase media con casitas adosadas, las ciudades dormitorio, que son otro extrarradio mucho más pobre, la ciudad pequeña de provincias, el pueblo grande, el pueblo pequeño e incluso la aldea. Y cada una de estas soluciones poblacionales tienen problemas. En concreto, en España estamos teniendo un problema feroz con la falta de, con la desertización de parte del país. Somos uno de los países más grandes de la UE y creo recordar que somos el que tenemos menos densidad de población. Entonces, hay partes de nuestro territorio que se están vaciando completamente. Quedan gentes en aldeas que son pueblos que ya no pueden llamarse ni pueblos. A lo mejor solo viven 2 familias en esa aldea sin ningún recurso, sin una farmacia, sin nada. Gente mayor y que están creando algunos problemas de violencia. Hay una película maravillosa de Rodrigo Sorogoyen que se llama Asbestas, que quiere decir las bestias en gallego, y que os recomiendo que veáis, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que habla de esto. Se está hablando del terrorismo rural, de grupos de gente mayor, marginada, que quedan aislados en los pueblos, en esas aldeas, y que cuando llega, por ejemplo, un ecologista cerca, sobre todo mujeres, pueden llegar, agreden, pueden llegar hasta el asesinato. Es terrible. Esto es un efecto del cambio de la vida, ¿no? Las grandes ciudades, me ha encantado, no voy a liarme mucho porque hay muchos puntos ahí para hablar. Me ha encantado lo que ha dicho ella de las comunicaciones. Es esencial. Entre otras cosas, esta tragedia de la desertización de un país es porque se ha escogido un mal modelo de desarrollo de comunicaciones. Porque para que se desarrolle un lugar, lo primero que se necesita es una buena comunicación. Entonces, por ejemplo, en España hemos escogido fomentar la red de alta velocidad en vez de las redes ferroviarias normales. Cada kilómetro de alta velocidad, construirlo cuesta 10 veces más que un kilómetro de redes normales. Las altas velocidades fomentan las grandes ciudades. Las pequeñas ciudades, los pueblos quedan abandonados, se mueren y queda todo esto. Al añadir tantísima gente en las grandes ciudades, se crean millones de problemas, de nuevo de comunicación interior. ¿Qué pasa en estas nuevas grandes ciudades? Que esa dificultad también de comunicación va creando guetos económicos, como he dicho antes, también de las ciudades dormitorio. En fin, yo creo que realmente es un gran tema. Lo dejo ahí. Merci beaucoup. Alors, pour essayer aussi de rebondir, voilà, sur là, on a bien mis en évidence que la ville était quasiment presque incontrôlable, enfin presque telle qu'elle a été décrite, et c'est assez réaliste, on la voit comme génératrice de problèmes. Du coup, très souvent, ce qu'on entend, c'est il faut arrêter de construire. Voilà, il faut arrêter de construire des villes, il faudrait se recampagner, entre guillemets, ou se ruraliser.
Et souvent, c'est associé à la bétonisation. Il faut arrêter de tout bétonner. Et là, je me tourne un peu plus vers Valérie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus ton sujet. En même temps, c'est aussi lié à l'eau, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais pour faire du béton, on a besoin d'eau. Mais il y a cette idée que ce qui est béton, d'ailleurs, on le dit dans le langage courant, c'est solide. Mais il me semble que toi, dans ton travail, tu montres bien qu'on a un problème de durabilité. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça. Faut-il encore construire ? Et si on construit, on va peut-être pas épuiser le sujet en 5 minutes, mais quelles seraient des pistes pour construire autrement ? Alors en effet, donc il y a 2 questions dans ta question en fait. Construire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du BTP, l'industrie de la construction, c'est l'industrie la plus polluante au monde en fait. Et ça, c'est inhérent. Enfin, il y a une partie qui est inhérente aux matériaux, c'est que quand on fabrique un ciment, en fait, on doit le cuire. On doit cuire la matière première dans un four à 1450 degrés, H24, 7 jours sur 7. Et en fait, la réaction chimique de création de ce ciment, elle dégage du CO2. Donc ça, c'est comme ça. Mais aussi, pour alimenter ce four, il faut une énergie énorme. Et jusqu'à il y a 20 ans, en fait, ces fours, ils étaient alimentés par des énergies fossiles. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, l'industrie de la construction, elle s'est vraiment prise en main, elle a pris conscience de ça, elle a été forcée de prendre conscience de ça. Et donc, elle développe des bétons dits écologiques, qui sont des bétons qui contiennent moins de ciment, ciment au sens de celui qui cuit à 1450 degrés et celui qui dégage du CO2. Donc pour ça, on utilise des additions, des substituts en fait, qui sont issus de déchets, qui sont des déchets en fait issus d'industries sidérurgiques. Alors il se trouve que par chance, en fait, ces matériaux ont la même composition que celle du ciment qu'on veut minimiser. Donc ça, c'est la première piste. Donc c'est les bétons dits écologiques. Donc ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, les réglementations interdisent d'utiliser des ciments anciens, qu'on appelait les ciments Portland, c'est le terme technique. Ils sont aujourd'hui interdits. Donc la réglementation a accompagné justement le développement de ces nouveaux types de ciments dits écologiques. Et puis on a la deuxième question qui est la question de la durabilité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a construit, donc il y a eu énormément de constructions qui ont été faites à l'issue de la guerre de 39-45, donc dans les années 50 en fait, et en fait ces bâtiments à l'époque, ils étaient conçus pour durer 50 ans. Donc aujourd'hui, il en reste certains, mais il en reste très peu. Donc il y a énormément de bâtiments qui ont été déconstruits. Donc déjà, il a fallu gérer les déchets issus de cette déconstruction. Aujourd'hui, on construit des ouvrages pour 100 à 120 ans. Donc, on est un peu plus dans de la durabilité d'ouvrages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, alors il faut déjà très bien construire. Très bien construire, ça veut dire avoir un matériau qui est le plus imperméable possible, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, un béton, ce qu'il fait vieillir, ces maladies du béton, elles sont liées à l'eau. Il ne faut pas qu'il ait trop d'eau qui circule, qui entre et qui sort. C'est comme une éponge, un béton, c'est un matériau poreux, donc il vit avec son environnement. Et du coup, si vous construisez une éponge qui est très très dense, vous réussissez à faire durer votre matériau plus longtemps. Donc aujourd'hui, aussi un des enjeux de la construction, c'est de construire des bâtiments qui sont très très peu poreux. Et il y a un monument qui est très emblématique de ce point de vue-là, je trouve, à Marseille, c'est le Mucem. C'est un musée qui a été élaboré par l'architecte Ricciotti. Et en fait, ce bâtiment, pour ceux qui l'ont vu, on dirait de la dentelle en fait. En fait, c'est du béton, mais c'est du béton, on appelle ça le ultra fibré à ultra haute performance. Il est très très peu poreux en fait, et du coup, on peut construire quelque chose de très mince. Par rapport aux anciennes constructions qui étaient les cathédrales, ce sont nos ancêtres en termes de construction, et elles faisaient plusieurs mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, on arrive à construire des ouvrages qui sont très très fins et donc dignes de la dentelle. Donc on arrive à les faire durer plus longtemps et on sait les construire de façon plus écologique. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'industrie cimentière, elle est plutôt pas mal sur l'avenir de la ville. Peut-être, Jérôme, tu as des choses à en dire, parce que comme on a échangé avant, il me semblait que toi, tu évoquais la nécessité, non pas de construire forcément, mais l'idée qu'on allait aussi construire différemment à cause des réseaux d'eau et qu'on allait aussi gérer autrement les eaux usées, et que finalement, ce problème-là allait presque être le départ d'une urbanité repensée. Alors effectivement, là, on n'est pas du tout au niveau de la construction en tant que telle, mais de l'intégration de l'ensemble des réseaux d'eau que l'on a
et qu'on gérerait de manière différente. Alors, pour faire assez rapide, la question que l'on se pose, c'est la question de savoir comment mobiliser suffisamment d'eau pour répondre aux besoins qu'on a aujourd'hui, sans impacter de manière majeure l'environnement. Alors, notre collègue espagnol en a parlé un petit peu. Le problème de cette mobilisation massive de l'eau, c'est que forcément, l'impact sur l'environnement est majeur, et potentiellement majeur. Donc la question, c'est où est-ce qu'on trouve de l'eau au-delà... ce matin, il y a eu 2 mots qui ont été dits dans une conférence, mais au-delà d'un scénario de décroissance. Mais ça, c'est pas l'objet de la table ronde. Alors, cette eau, il se trouve que s'il y a beaucoup de gens en ville, dans le schéma actuel au moins, il y a beaucoup d'eau, a priori, dans les systèmes centralisés de collecte et de traitement de l'eau. La question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on peut faire mieux que simplement aller chercher cette eau et lui faire revivre un certain nombre de cycles, ce qui est déjà une première étape. Alors, la question majeure qui se pose, c'est d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la durabilité de cette ressource, à quelle échelle on va imaginer ça. Alors, il y a une échelle très locale de l'habitation, mais qui pose, à toutes les échelles, on a des difficultés, mais l'échelle au niveau de l'habitation, la principale difficulté, c'est la tuyauterie. Il va falloir faire plusieurs réseaux. Il y a peut-être des gens dans la salle qui se sont, entre guillemets, amusés, je vais dire plutôt essayés, à récupérer des eaux, que ce soit de leur douche, que ce soit des eaux de pluie, et qui ont essayé, par exemple, d'alimenter leur sanitaire avec. Ça, c'est une première étape, mais il y a des fuites tout le temps. Il y a des problèmes de mise en pression. Enfin, c'est tout le temps des difficultés de tuyauterie. Vous allez avoir des problèmes de droit. Si vous vendez une maison et que vous n'êtes pas capable de savoir quel réseau alimente quel robinet, on est dans une difficulté majeure. Donc il y a des problèmes de normes. Les collègues suisses qui ont travaillé là-dessus ont montré que les principaux problèmes, c'était des problèmes de connexion, tout simplement. Donc des gens viennent, ils ne savent pas que le tuyau rouge, il ne faut pas l'utiliser, et que c'est le tuyau vert qu'il faut utiliser, ou le bleu, enfin bref. Et donc, c'est des problèmes majeurs. À quelle échelle? Alors, si on passe un petit peu plus... Alors, je passe sur le problème économique, parce qu'au niveau très local, ça coûte très cher de faire ce type d'aménagement. Donc maintenant, on peut monter en échelle et se dire, je vais aller sur des bâtiments collectifs. Ah, le collectif, alors, non seulement pose ce type de problème, mais par contre, a un avantage, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des charges de copropriété, par exemple, qui peuvent couvrir certains aménagements. Et dans certains pays, je crois que c'est dans le sud de l'Espagne, je crois qu'on ne peut plus concevoir un bâtiment collectif sans y intégrer une certaine part de recyclage. Alors je crois que les régions qui ont fait ça sont assez ouvertes pour permettre une interprétation assez large de cette réglementation. Et puis enfin, il y a l'échelle de la cité. Alors, l'échelle je dis exprès la cité parce que ça intègre vraiment un petit peu tous les types de villes dont on a commencé à parler. L'échelle de la cité, il est intéressant parce que ça nous permet d'imaginer, quand on intègre un petit peu ce qu'on peut faire à ces différentes échelles, on commence à penser à des villes qui jusqu'à maintenant ont été pensées pour que toute l'eau qui tombait puisse s'évacuer le plus rapidement possible, et on voit que dans les cas extrêmes, ça pose quand même malgré tout des problèmes. Donc maintenant, c'est comment on repense cette image de la ville pour conserver de l'eau, quelque part la stocker pour qu'on puisse l'utiliser à un moment ultérieur. Ça, c'est un aspect dynamique sur lequel on reviendra si on a un petit peu de temps, mais donc faire ceci et essayer d'imaginer, via de nouvelles gestions de l'eau en ville, par exemple, la séparation des urines et des fesses, les fesses allant vers de l'énergie et les urines allant vers, par exemple, des fermes urbaines. Imaginez des systèmes dans lesquels on n'a plus de réseaux de collecte centralisés, mais tout un tas de systèmes décentralisés nous permettant de gérer plus facilement la partie liquide et la partie énergétique des villes. Merci beaucoup. Et alors, c'est assez génial quand même à essayer d'imaginer, parce que si on n'a plus
de réseaux centralisés pour évacuer les eaux usées, à quoi servent les égouts? Et là, les auteuristes de SF peut-être auront des choses à dire sur le sujet, puisque on peut quand même... Enfin, je pense aux Tortues Ninja spontanément, mais voilà, les égouts sont quand même un lieu de fantasme et de représentation. Je suis pas spécialiste des égouts du tout, mais ce qu'a dit Jérôme m'a fait penser... Alors, c'est peut-être mon instinct complotiste, mais il me semble avoir lu... je crois que c'était un texte de Warren Ellis où il expliquait qu'à New York, les systèmes d'égouts sont très vieux, très mal faits, et qu'il y avait des pompes en fait qui fonctionnaient tous les jours pour empêcher que la ville soit noyée en fait sous les eaux usées. Ce qui est quand même, quand on y pense, fou quoi. Il suffit que les pompes marchent plus pour que la ville se retrouve. Voilà, c'est vrai ça. Le cas précis là, je ne le connais pas, mais dans tous les systèmes. C'est peut-être lié au métro, parce que dans tous les systèmes de métro, il y a des pompes qui effectivement, parce que c'est souvent assez bas, et donc vous avez des nappes qui affleurent quelquefois, et qui font que si on ne pompe pas, nécessairement, ça pose problème. Je me tourne également vers Rosa, peut-être aussi, en ce moment j'ai l'impression dans toutes les grandes villes européennes, enfin en tout cas moi qui vis à Toulouse, c'est une espèce de chantier à ciel ouvert, et dans toutes les villes que je visite, j'ai l'impression de voir des grues absolument partout. Et je me demandais justement comment ça se passait à Madrid, et aussi en parlant de ta science-fiction finalement, puisque dans Des larmes sous la pluie, tu décris un Madrid qui est à la fois très technologisé, si j'ose dire, et en même temps tu parles d'anciens bâtiments qui sont requalifiés, qui connaissent une autre fonction. Donc j'aurais bien aimé avoir ton regard sur est-ce que Madrid s'étend encore, est-ce qu'on construit Madrid, ou c'est toute autre chose qui est en train de se passer vers le futur? Bueno, escuchándoos y pensando sobre cómo van a ser las ciudades del futuro, el mismo Madrid del futuro, ¿verdad? Yo soy una gran lectora de ciencia ficción desde pequeña, y a veces me cabrea mucho la ciencia ficción mala, que quiere inventar de la nada todo, ¿no? Entonces ponen un mundo que es dentro de 200 años en donde no hay cocinas, y dices... ¿Cómo es posible? Los romanos tenían cocinas. Llevamos 2000 años teniendo cocinas. ¿En 200 desaparece la cocina? No puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir evolucionando, ¿no? Pues se conserva parte del pasado, evidentemente. Mis novelas son solo 100 años más adelante. Este mundo que vivimos está participado por todos los mundos que fueron. Nantes tiene 1000 Nantes anteriores en las que también estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora hay unos cambios muy radicales que quizá afecten. Vamos a ver, las ruinas de Pompeya. Las ruinas de Pompeya las miras y son como una ciudad de hoy. Entonces están las calles comerciales, están los baños, está el paseo. Y dices, bueno, ha sido así más o menos hasta ahora, ¿no? Pero de repente, a lo mejor ahora, las calles comerciales van a desaparecer, porque ahora es comercio electrónico. Ya está pasando. Eso es un cambio brutal, un cambio milenario, que hace 1000 años que se hace así, miles de años que se hace así, que supone un aislamiento de las calles. Van a ser más peligrosas cuando no haya locales. Las calles van a ser más solitarias, más peligrosas. No solo los comercios, están apareciendo en España, por lo menos, en las ciudades pequeñas, perdidas en el vacío de nuestro campo, en los pueblos, están desapareciendo los cafés. España tiene el récord de cafés y bares del mundo. Tenemos más cafés y bares por persona que en ningún otro país en el mundo. Y estamos perdiendo eso en los sitios pequeños. Acabo de estar en una zona de montañosa de España, y en los pueblos pequeños están apareciendo los locales automatizados, que son como nada, los conoceréis aquí también, ¿no? Con sándwiches y Coca-Cola, ¿no? Y esto es un cambio bestial, verdaderamente. Esto es un cambio bestial. Van a hacer ciudades muchísimo más solitarias, salvo en centros concretos
de gestión. Y luego hay otra cosa que no hemos hablado, y es el estallido turístico, que es otra novedad tremenda, otra novedad urbana tremenda, y que está haciendo, por otro lado, que a lo mejor la gente que vive, puede que termine consiguiendo que la gente que vive en ciudades se empiece a ir de las ciudades. A lo mejor esto hace una vuelta al campo, ¿no? O sea que, por un lado, en mis novelas hay una cierta continuidad evidentemente urbana, porque la hay en la vida real, pero por otro lado creo que en este momento estamos enfrentando unos cambios sociales que antes no se han vivido, que son muy radicales y que pueden convertir la ciudad en una cosa completamente distinta. Alors j'ai vu le regard de Laurent s'allumer pendant que Non, Rosa parlait. je souscris totalement à ce que tu dis sur l'évolution des villes, et ça m'a fait penser, oui, à la question des centres commerciaux, notamment dans Tristero. Donc il y a un roman qui se passe à la fin de ce siècle, où il y a toujours des cuisines. Je mets en scène un écrivain qui se balade un peu dans son quartier suburbain et qui à un moment tombe sur un centre commercial abandonné et dont le parking a été remplacé. C'est un parking pour drones. Donc les drones s'envolent et vont livrer. Voilà. Je ne sais pas si ça sera possible vraiment, mais l'image me plaisait beaucoup. Et puis ce que tu as dit aussi m'a fait penser parce qu'on parle de déliquescence urbaine, en tant qu'auteur de SF et que grand lecteur de littérature en général, j'ai l'impression qu'il y a quand même une beauté de la ruine, esthétique. Moi, ça me plaît de lire le béton abîmé, les restes de bâtiments dont on se demande ce que c'était avant. Il y a ce côté, alors qu'on qualifiait avant de post-apocalyptique. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que non, en fait, c'est juste post-capitaliste et qu'on va vivre sans doute bientôt entouré de ruines, ou en tout cas qu'on ira visiter peut-être des ruines du XXe siècle bientôt, comme Pompéi. Et je ne sais pas où on habitera, mais il y a quand même, dans ce mot de déliquescence urbaine, dans cette expression, il y a quand même un charme. Alors nous, on va le vivre, hein, c'est peut-être pas forcément formidable. Mais en tant qu'auteur et que lecteur, il y a une beauté là derrière, voilà, qui nous ramène aussi à l'Antiquité, etc. Moi, je voulais juste apporter un petit commentaire personnel sur ce que vous avez dit par rapport à la ville où on dit on va avoir du coup des ruines dans la ville. Moi, je viens d'un petit village en Bretagne. En fait, je suis originaire de Bretagne, un petit village. Et en fait, nous, ce qu'on a vu récemment, c'est que les Parisiens qui, post-Covid, sont partis de la capitale et donc sont arrivés en Bretagne et dans plein d'autres régions de campagne de France, en fait, ont permis d'acheter en fait des vieilles fermes et des vieux bâtiments qui étaient pour le coup en ruine et à l'abandon, et ont permis de finalement faire revivre certaines maisons à la campagne où c'était un petit peu désolant, et du coup ça a redonné de l'esthétique, du beau à certains endroits. Alors la contrepartie de ça, c'est que ça fait monter les prix et que les locaux, aujourd'hui, ils ont du mal à acheter les maisons sur place, mais je trouve que ça a permis au niveau du patrimoine de pouvoir conserver certains bâtiments qui étaient vraiment à l'abandon juste avant. Mais je demande, perdona, Laurent, sucedió eso en España también después de la pandemia. La gente de repente se sintió presa, claustrofóbica en las ciudades, sin poder ver el cielo, en pisitos así de pequeños. Salieron al año siguiente, a los 2 años siguientes, fueron al campo, a los pequeños pueblos, compraron casas. Ese efecto se ha acabado. Ya no sale nadie ni compra casas en el pueblo. Duró 1 año y medio en España, por lo menos 2 años. Ya no más. Olvidamos enseguida todo. Y eso es el ser humano, ¿no? O sea que no sé si eso tiene un efecto a la larga. Oui, alors moi je voulais rebondir sur 2 points. Le premier point, c'est pour les cuisines, je ne sais pas.
Si c'est pour que j'y passe plus de temps, vaut peut-être mieux qu'elle disparaisse. Mais ça, c'est... voilà. Beaucoup plus sérieusement, à INRAE, on se pose quand même beaucoup la question de seuil de basculement écologique et de savoir si, à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel cette ville, elle peut rebondir ou pas, ou cette nature. Vous parliez de villes en déliquescence. Nous sommes tout à fait étonnés de ce qui se passe dans des endroits comme Tchernobyl, où la nature au sens classique du terme, a repris des droits auxquels on ne s'attendait absolument pas. Et la vitesse à laquelle cette ville effectivement part en déliquescence est tout à fait étonnante. Mais jusque quand? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, au-delà duquel, peut-être que ça ne se fera plus, qu'il n'y aura plus cette réponse de la nature au-delà de quelque chose qu'on aura détruit. En termes d'eau, on a quand même trouvé des plastiques, des microplastiques dans des endroits où en gros l'homme n'est jamais allé. Donc en fait, ou vraiment de manière très marginale. Et donc ce plastique, il est bien arrivé par l'eau, par l'air, et il est en train malheureusement de polluer tout un tas de... Et plus il y aura d'humains dans des endroits, plus ce phénomène d'accumulation se réalisera. Donc voilà, donc il y a un risque quand même majeur que ces villes où on entasse beaucoup de gens soient un terreau pour des problèmes à venir. Et puis tout un dernier point peut-être pour Rosa, je ne sais pas si j'étais responsable espagnol, peut-être qu'anticipant le fait que les gens seront plutôt en ville, j'aurais développé les systèmes à grande vitesse. Donc je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence, ce développement de trains à grande vitesse et de souhaiter que les grandes cités soient desservies plutôt que le milieu rural. Evidentemente, es una buena observación. Evidentemente, había un impulso de abandono de los pueblos para ir a las ciudades a mediados del siglo XX, porque fue un impulso mundial, un impulso de urbanización mundial. Y ahí, en vez de compensarlo con un desarrollo más armónico del país, se decidió, se apostó, como digo, por un tipo de desarrollo de comunicaciones que a mí me parece esencial, desde mi punto de vista equivocado. Y ese modelo se hizo desde principios de los 80. O sea que realmente ha contribuido mucho a que una tendencia se haya convertido en una catástrofe. Comme il nous reste encore un petit peu de temps, j'aurais bien aimé t'entendre un peu plus, Laurent, sur les contextes suburbains, parce qu'on a beaucoup parlé de la ville, on va dire d'un point de vue prospectif, de que faire avec la ville ou comment faire la ville, mais aussi voilà, du point de vue de l'écriture, finalement, de comment ces villes s'écrivent. Il me semblait qu'on pouvait comprendre l'expression de déliquescence urbaine comme la ville qui se défait, non pas pour devenir une ruine, mais sur ses marges, sur son contour. Et justement, ces espèces de zones dont tu parlais un petit peu avec le parking à drone, voilà, j'aurais aimé que peut-être aussi que tu nous en parles chez Dick, finalement, voilà, de cette qualité, soit de la suburbia ou des espèces de zones liminaires là qu'on trouve en bordure des villes qui sont quand même particulièrement moches en France, il faut quand même le dire, mais peut-être que tu en fais des choses dans ta SF. Ouais, tu fais bien de dire que c'est quelque chose que Dick travaillait parce qu'il a toujours vécu dans ces zones pavillonnaires, que ce soit dans la banlieue, dans la baie de San Francisco ou après dans la banlieue de Los Angeles. De toute façon, voilà, Los Angeles, ce n'est qu'une banlieue immense. Voilà, c'est pas vraiment une ville. C'est une ville qui n'est pas une ville. C'est quelque chose aussi qu'on trouve chez Ballard, que j'adore aussi, qui a passé quasiment toute sa vie à Shepperton, dans la grande banlieue de Londres, dans une maison pavillonnaire, et qui travaillait beaucoup aussi sur ces questions
des populations qui vivaient là, parce que c'est ça aussi, c'est que les gens qui vivent là, soi-disant, sont pas les mêmes que les gens qui habitent en ville, que les gens qui sont à la campagne. J'ai lu cette semaine un article dans, je sais plus, dans Le Monde ou Libé, qui nuançait ça justement, qui essaie de dire que voilà, les sociologies ne sont pas vraiment comme on peut se les imaginer. Voilà, tous les gens qui habitent à la campagne ne votent pas RN, etc. Enfin, donc il y a plein de nuances à apporter. Donc cette zone périurbaine, je sais pas comment on peut l'appeler, suburbia, moi j'aime bien l'appeler suburbia, elle a été traitée en SF, elle a été beaucoup traitée aussi beaucoup par des auteurs américains de fantastique. Par exemple King, toute son œuvre se passe là en fait, c'est voilà l'idée des monstres cachés dans la suburbia, en apparence tout est beau, tout est normal, tout le monde a un petit pavillon avec une grille blanche et c'est magnifique, et puis derrière il y a des monstres cachés, mais en SF moderne j'ai l'impression que c'est plus les villes qui attirent les auteurs, et moi c'est quelque chose vers lequel je suis allé moi naturellement parce que j'habite là, j'ai grandi dans un quartier comme ça, j'ai aussi habité en ville, mais et puis je me suis retrouvé plus tard à vouloir élever mes enfants dans cette espèce d'entre-deux, pour pas être trop loin de la ville, mais pour aussi pouvoir s'échapper du gris, du béton. Et c'est quelque chose que je travaille en le parcourant, comme je disais au début, sans m'en rendre compte, et qui est très inspirant. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois très bétonné, c'est-à-dire qu'il y a des routes, il y a des maisons, il y a des immeubles aussi, enfin, c'est assez mélangé, mais c'est aussi très vert, c'est-à-dire qu'il y a des haies. Les oiseaux peuvent venir nicher dans les haies. Les hérissons, pareil, j'ai lu un article récemment, le hérisson est en voie de disparition au niveau mondial, et une des solutions, c'est d'entraîner les gens qui habitent dans des maisons pavillonnaires à bien traiter les hérissons, à savoir comment les... Alors, en gros, on écrase... 1 sur 3, il va essayer de falloir protéger les 2 qui restent, c'est un peu ça. Donc c'est une zone vraiment qui est passionnante pour ça, et qui, à mes yeux, se prête beaucoup à la SF spéculative, comme la ville se prête au polar, au noir. Pour moi, c'est un endroit qui est très digne d'intérêt dans la spéculation. Voilà, moi j'essaie de travailler là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas sur des villes ou sur des campagnes et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu, en ce moment en tout cas, l'entre-deux un peu oublié de la fiction spéculative. Je me tourne aussi vers Valérie parce qu'il me semble que tu as écrit, alors pas directement sur la banlieue, mais dans ce que tu m'as envoyé concernant une éventuelle post-apocalypse urbaine et ce goût de la ruine qu'on a survolé tout à l'heure. Je voulais y revenir parce qu'il me semble que c'était aussi le point de contact entre ton travail de recherche et la fiction que tu fais en fait. C'est-à-dire que tu es allé voir dans les fictions comment la ruine était inventée et fabriquée pour en déduire des manières dont on se projette finalement dans un futur du délabrement. Oui, tout à fait. Les auteurs de science-fiction, ceux qui travaillent sur les visions post-apocalyptiques, pour moi, c'est un sujet super intéressant parce que du coup, on va considérer qu'on a eu, pour une raison ou pour une autre, alors soit il y a eu une apocalypse qui a fait que les bâtiments ont été détruits, soit il y a eu une apocalypse qui a fait que les humains sont partis et que les bâtiments, du coup, n'ont pas été entretenus. Donc moi, c'est un terrain de jeu qui est vraiment intéressant. Et en fait, je voulais revenir sur justement l'aspect de Tchernobyl parce que ça, c'est un sujet intéressant. C'est que dans le post-apocalyptique, si dans une expérience de pensée, on se dit il n'y a plus d'humains sur Terre et qu'on se place 200 ans plus tard, en fait, la nature va reprendre ses droits et va finalement triompher des ruines de ces ruines. Et en fait, j'avais fait aussi un travail sur quelles étaient les conditions de conservation de ces ruines. Dans les ouvrages de science-fiction, les auteurs parfois, par exemple, vont considérer un héros qui va être dans un désert. Ce que je disais, c'est que effectivement, le désert, c'est un terrain intéressant pour conserver les ruines, parce que c'est un milieu qui est très sec.
le sable peut couvrir la ruine. Donc pour un auteur de SF, en fait, considérer un environnement désertique, c'est intéressant parce que là, il va pouvoir considérer que les ruines sont mieux conservées que si il a un environnement humide. Et puis d'un autre côté, on s'était aussi intéressé aux ruines sous-marines. Et en se disant, finalement, il y a un certain nombre de ruines qui ont pu être conservées parce qu'elles ont été colonisées par des algues, par des bactéries, ou en fonction du matériau de départ, si c'est de la pierre, si c'est du métal, on va avoir des conservations plus ou moins bonnes en fonction de l'environnement, en fonction du matériau de départ. Et donc là, c'est un terrain de jeu vraiment intéressant pour les auteurs de SF, avec le risque quand même de faire fausse route, c'est-à-dire que l'auteur, il doit considérer, s'il se dit les bâtiments n'ont pas été détruits mais les humains ont disparu, il y a un humain qui revient 200 ans plus tard ou 2000 ans plus tard, il va falloir qu'il se documente, l'auteur, pour pas être trop divergent par rapport à ce qui serait réaliste de cette dégradation de 2000 ans plus tard. Merci. Et on sait aussi tout ce que ces images post-apocalyptiques génèrent d'habituation. Voilà, on voulait finir sur une note positive. Imaginons nos ruines, mais peut-être pas trop. Voilà. Alors, pendant que tu prends la parole pour un dernier mot, je vous informe juste qu'on va passer aux questions. On peut peut-être commencer à voir qui dans le public aurait envie d'intervenir. Oui, j'avais juste un petit point final sur ces échanges. C'est quand même à quel point nos villes sont fragiles par rapport à un milieu... Enfin, on parlait de Pompéi, c'est une ville, mais il se trouve qu'elle était en pierre. Et en fait, par rapport à ces matériaux de construction, voilà, une centaine d'années, c'est pas grand-chose à l'échelle... c'est une vie, c'est plus d'une vie humaine déjà, mais je veux dire, à l'échelle de l'existence et de ce qu'a fait l'homme, c'est pas grand-chose. Et en fait, j'imagine mon village... Dans 200 ans, je ne pense pas qu'il aura beaucoup changé. Il sera toujours là. Tout est en pierre. Et mis à part le fait qu'il n'y aura plus d'humains, peut-être, je ne sais pas. Mais je veux dire, il sera là. Alors qu'une ville, elle sera peut-être plus là. Ouais, on est d'accord. En fait, l'année dernière, j'avais fait aussi un exercice ici aux Utopiales où, en effet, c'était contre-intuitif. Mais en fait, les cathédrales qui ont été construites il y a 1000 ans, en fait, elles sont encore debout. Mais comme je vous disais, des bâtiments qui ont été construits en 1950, en fait, ils n'existent plus aujourd'hui. Et donc, du coup, si on se place des archéologues du futur, j'avais fait une table ronde sur les archéologues du futur, des archéologues qui viendront dans 2000 ans, finalement, pourront trouver traces du Moyen-Âge, mais ne trouveront plus traces de notre vie d'aujourd'hui. Bon, je vous laisse décider si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En attendant, peut-être, des questions. Je ne sais pas si un micro tourne déjà, je n'arrive pas à le visualiser. Je vois des mains levées. Et Merci pour toutes vos interventions. Ma question le pose sur on a parlé de cette concentration dans les villes. Et je me demandais si ça pouvait offrir justement de l'espoir pour les zones qui sont en dehors de ces villes. Est-ce que ça peut être des espaces où va se développer une vie en dehors non humaine de manière plus abondante? Ça pourrait être une manière de ces espaces de regagner, de se réétoffer à nouveau? Ou bien au contraire, est-ce que ça condamne finalement ces espaces-là à devenir des garde-manger, des zones de transport, des zones de fret pour le milieu urbain? Qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces désertifiés dont parlait Madame Montero en Espagne, par exemple? Qui veut se lancer? Bueno, el problema es que además el campo no solo se mantiene por una buena comunicación, buenos servicios médicos, escuelas, etcétera. Se mantiene porque tenga un sentido, porque efectivamente se esté criando ahí los alimentos del mundo, ¿no? Y por desgracia, en un futuro próximo, con el calentamiento global, tal como están previstos los estudios, pues las partes más fértiles del planeta probablemente estén hundidas bajo el agua, la zona costera, que es la más fértil, otras zonas como en España se habrán desertizado tanto porque hemos tenido ya problemas
tradicionalmente con la falta de agua se habrán desertizado tanto que no puedan servir para eso. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? En mi novela, por ejemplo, en mis novelas, que suceden solo dentro de 100 años, el alimento es fundamentalmente medusa, pasta de medusa tratada, porque no hay suficiente manera de conseguir alimento. O otra cosa que ya se está experimentando, insectos. Como sabes, una altísima fuente de proteína, ¿no? Entonces, quizá en un mundo así, pues resulta que hay una especie como de grandes zonas de producción de este tipo de alimento que más que recordarnos a los recursos de la agricultura tradicional, recuerden más a algo industrial, ¿sabes? Entonces, no lo sé, pero yo detesto, por cierto, las novelas distópicas, catastrofistas, que no dejan futuro. Yo creo que somos una especie capaces de adaptarnos a todo o casi todo, ¿no? Y aunque estemos en unos momentos muy duros, muy difíciles, críticos, pues a lo mejor termina gustándonos muchísimo la medusa y el cóctel de saltamontes, no lo sé, ¿sabes? Une autre réponse ou est-ce qu'une autre peut-être question du public? Alors, est-ce que le micro trouve son chemin? Je vois plusieurs mains levées, j'en vois une ici, j'en vois une là-bas. Oui. Mais je ne vois pas le micro, voilà, je suis en incapacité ici. Je voulais poser comme question, on a beaucoup parlé de l'effet de la ville sur l'environnement. Et moi, je voulais poser la question de l'effet de la ville sur l'homme. Quand on voit les études, notamment par les Danois, sur le lien entre ville et schizophrénie, urbanicité et schizophrénie, quand on voit que les villes seront le mode de vie le plus fréquent, comment on peut imaginer un avenir à l'humanité urbaine en sachant les troubles psychiques que ça peut provoquer? Alors, je pense qu'il faut faire une vraie différence entre la ville en tant que telle, une concentration humaine, et le mode de société qu'elle met en place dans cette ville. On pourrait, enfin il me semble, imaginer... les villes sont quand même une énorme chance en cela qu'elles permettent aux gens d'échanger beaucoup plus facilement, d'être proches les uns des autres, et donc une diversité nécessairement plus forte. Tous les mouvements progressistes, je ne suis pas spécialiste de la question, mais enfin, viennent des villes plutôt que des campagnes. Il me semble, je ne sais pas, ça doit être à relativiser peut-être, mais enfin, il y a peut-être, il y a toute la gamme d'échelles, mais à mon avis, il faut regarder plutôt la chance que les inconvénients. Évidemment, si on est dans de l'ultralibéralisme à la recherche de la performance permanente, c'est ça plutôt qui, il me semble, amène le stress et les effets. Alors, est-ce que c'est lié à la ville ou au mode de vie? Je ne sais pas, je ne connais pas ces études du tout. Mais moi, je pense qu'il faut faire la différence entre ville et mode de société qu'on met en place. Estoy completamente de acuerdo con las palabras de Jérôme. Me parece muy atinado. Hay un neurocientífico que me encanta, que se llama David Eagleman, y él dice que uno de los mayores detonantes de la esquizofrenia es el color del pasaporte. ¿Qué quiere decir esto? Que en los grupos de inmigrantes que llegan normalmente, claro, a una gran ciudad, que se sienten aislados, maltratados, despreciados, entonces en ese grupo de gente es donde hay una incidencia mayor de esquizofrenia. Entonces es la manera en que son tratados. Los seres humanos somos animales sociales y necesitamos que nos miren y que nos quieran. Es conmovedor y terrible. La falta de amor nos vuelve literalmente locos. Pero una ciudad no tiene por qué no dar eso. Es más, yo diría que tendría más posibilidades de dar
de encontrar gente parecida a ti, de darte posibilidades de crecer, de estar más protegido, porque hay centros médicos. No es un problema de la ciudad, como bien ha dicho Jérôme, es un problema de la formación social, ¿no? Est-ce que j'ai cru voir un rebond non loin de la question, mais non, peut-être juste quelqu'un qui s'étirait. Y a-t-il d'autres mains levées pour d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais profiter du fait qu'on est dans les intervenants justement des Français et des Espagnols pour parler aussi d'un thème qui vient dans la suite de ce qu'on vient de dire, la déliquescence sociale des villes. Personnellement, ma femme étant espagnole, et étant architecte, c'est un sujet la forme des villes qui m'intéresse grandement. J'ai pu constater en Espagne que la forme de la ville qui nous paraissent plus dense, mais surtout la manière dont interagissent les gens, les multiples générations aussi. On voit beaucoup plus de personnes âgées dans les espaces publics en Espagne qu'en France. Et la manière dont la ville évolue en France est totalement différente. Rosa Montero disait tout à l'heure qu'en Espagne, il y a le plus grand taux de bars et de restaurants par habitant. Quand je me suis installé à Nantes il y a maintenant 20 ans, c'était la ville qui avait le plus fort taux de mètres carrés de centres commerciaux par habitant. Alors, est-ce que la France est le futur dystopique de l'Espagne sur ce sujet? Ça interroge. En tout cas, on voit bien que dans l'aménagement de nos villes, et en particulier à Nantes, ce qu'on peut remarquer, dans les espaces publics, on a de moins en moins de bancs, de moins en moins d'espace pour s'asseoir. L'aménagement n'est pas réellement pensé pour accueillir les gens, sinon pour éviter le pire. Ce que je ne vois pas en Espagne, et j'aimerais peut-être en profiter pour avoir un peu vos avis là-dessus. Et puis, juste un petit aparté sur la question de la ruine et la construction des villes. Moi, je trouve ça très bien que finalement, dans un futur plus ou moins lointain, la trace de nos bâtiments soit effacée. On peut aussi construire dans des matériaux renouvelables qui ne laissent aucune trace, ni en construction en bilan carbone, ni qui peuvent se penser pour être renouvelés après. Petite alternative au béton, ça c'est ma déformation professionnelle, désolé. Merci beaucoup pour ce regard. Et sur cette déliquescence sociale liée à la déliquescence urbaine, est-ce qu'il y a un mot? Non, alors je ne suis pas spécialiste ni d'architecture ni de l'Espagne, mais j'ai quand même l'impression que là aussi ça dépend du mode de vie. Je suis déjà allé dans les grandes villes en Espagne, dans des petites villes. Les gens vivent, c'est une question de climat aussi, je pense. Plus on va vers le nord, plus les gens restent enfermés chez eux, plus il fait nuit tôt. Et c'est exactement pour ça qu'en Espagne, il y a des gens dehors. Enfin, on voit les parents d'élèves qui sont avec leurs enfants à la sortie de l'école et qui vont acheter à manger. Enfin, c'est des choses qu'on voit moins ici chez nous parce qu'il fait plus froid, il fait plus de nuit plus tôt. Enfin, et j'ai l'impression que c'est plus des différences de mode de vie que d'organisation social de la ville, mais peut-être que Rosa peut... Sí, bueno, gracias por las referencias de nuestra sociedad. Siempre es curioso escuchar lo que alguien de fuera ve de tu propia sociedad. Somos un país muy necesitado del contacto humano. Eso es un trazo cultural que no depende solo del clima. Por ejemplo, Madrid es una ciudad de clima continental. En verano tenemos 45 grados, pero en invierno tenemos menos 5 grados, hace un frío tremendo. Y sin embargo seguimos igual. Madrid vive en la calle. Cuando la pandemia, cuando quitaron la restricción, el encierro de la pandemia, 5 meses después hubo un temporal de nieve, la Filomena, bestial, que cubrió Madrid con 2 metros de nieve y cortó la vida durante 10 días. Bueno, pues la gente con la nieve hasta aquí, como no podíamos ir a los bares porque estaba prohibido, todos en sillitas en la puerta de los bares
envueltos en mantas, con gorros, todos en la calle, también, en mitad de la nieve, porque lo necesitamos. ¿Y cómo se construye ese tipo de sociedad? Pues no sé. Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Muchas buenas, pero alguna mala también. Pero sí, por un lado es envidiable el hecho de que de alguna manera casi siempre tengas un hombro en el que apoyarte. Jérôme, tu avais un petit mot, je crois, et je crains que ce soit le mot de la fin. Oui, ben non, je voulais répondre de tout petits points à monsieur, c'est que il me semble, pour avoir visité certains sites, notamment en Asie, où dans des cultures, il y avait la volonté de ne pas construire dans la durée pour permettre aux gens de marquer les instants présents avec leur propre sensibilité. Et donc il y avait cette volonté de ne pas durer. Ça me semble vraiment très intéressant comme notion. Et puis tout dernier point peut-être, j'adore aller en Espagne et j'ai l'impression, alors là c'est purement architectural, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambition beaucoup plus forte de rupture dans ce qui est fait dans des quartiers modernes en Espagne qu'en France. Mais voilà, c'est vraiment très, très, très personnel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une ambition plus forte ailleurs qu'en France. Nous irons voir. Et donc, toute cette histoire-là n'est pas terminée. Nos auteurices et participantes seront à la librairie juste à côté en dédicace, comme le veut la tradition. Un grand merci à vous toutes et tous, et un merci à vous quatre.